Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer directement par un petit rappel qui est celui de vous abonner sur YouTube, de nous excuser pour le petit problème technique audio du dernier épisode, de l'épisode d'avant. D'ailleurs, sur YouTube, il n'est pas du tout buggé, donc n'hésitez pas à aller plutôt le voir sur YouTube. À vous abonner sur l'Apple Podcast si vous êtes sur l'Apple Podcast, à laisser 5 étoiles aussi sur l'Apple Podcast. Et apparemment, sur Spotify, il y a une nouvelle feature. Vous pouvez set up des alertes, un peu comme sur YouTube, mais sur Spotify. Donc, si vous allez sur notre profil Spotify de The Farm Spot, en haut à gauche, à côté de notre photo de profil, il y a une petite belle, une petite clochette, et vous pouvez l'activer, et apparemment, vous recevrez une notification sur notre prochain épisode. Je ne sais pas si ça marche. Si ça marche, tant mieux, mais j'ai envie que vous essayiez de le faire. Et ce que vous pouvez faire, c'est me tweeter, @anti-inertia, on me mettrait mon Twitter en bas. Et vous me dites oui, ça marche, anti-inertia, je l'ai fait et je vous retweeterai et comme ça vous gagnerez quelques followers, sachant que dès que je retweete quelqu'un, c'est quelqu'un gagne quelques followers. Donc top. Donc je compte sur vous là-dessus et de nous tenir au courant sur Twitter si ça marche. Ça fait quoi d'être presque une star sur Twitter? Je commence, écoute, je commence. T'étais à combien d'abonnés quand on a commencé le podcast? 1000, un truc comme ça, pas beaucoup. Enfin, Ouais, je sais qu'au début du Covid, j'étais à 800 abonnés. Début ok. du Covid. Et là, à 3000. J'en ai pas 3050, 3060, Ouais. c'est pas non plus énorme, mais ça monte et ça monte. Le truc, c'est que ça monte de plus en plus vite et il y a littéralement plus d'engagement sur mes posts et les gens m'envoient plus de messages et c'est cool, quoi. Et c'est aussi, là, on a un exemple type que la quantité de tweets, je veux dire, le volume de tweets est super important, quoi, parce que je le vois, plus je tweete, même si je tweete pas des trucs des fois super intéressants, mais plus je tweete, plus je gagne des abonnés. Alors évidemment qu'il faut impliquer la qualité, mais vraiment plus je tweete, plus je gagne des abonnés, plus je gagne d'engagement. Donc le volume, c'est un vrai truc sur Twitter, quoi. Écoute, tu voulais me parler d'un truc là. Moi j'ai quelques trucs desquels je voulais te parler. Un peu de crypto, des apprentissages des derniers jours. J'ai retweeté aujourd'hui un tweet super intéressant sur on va dire les règles de l'investissement dans les NFT et il y a plein de trucs dans lesquels je me suis reconnu et plein de conneries dans ce tweet-là et il y en a une en tout particulièrement sur laquelle j'ai fait un mauvais coup pour le coup et je me suis dit putain, si j'avais pu lire cette règle il y a quelques semaines, ça m'aurait fait gagner quelques milliers d'euros. Mais vas-y, si tu as des trucs sur lesquels tu veux commencer, vas-y et au pire moi je peux embrayer là-dessus. Ouais. Bah, l'idée, en fait, c'est que je pars un peu dans une radio libre. Je te Ouais, parle d'un truc qui m'est arrivé récemment. vas-y. Et derrière, je conclus sur quels sont, selon moi, en tout cas, enfin, qu'est-ce que j'ai remarqué comme tendance intéressante dans le monde de la crypto, des NFT, etc. Mhm. Et je pense qu'à ce moment-là, tu auras énormément de valeur à apporter, étant donné que tu Vas-y. passes aussi tout ton temps là-dedans. Du Vas-y. coup, donc, le monde de la crypto, c'est un monde qui avance à du 200 à l'heure, on le sait tous. Même si vous n'avez fait qu'y poser votre orteil dans ce grand étang que représente la crypto, c'est très vite, en fait, tu peux vite te sentir aspiré. Et moi, je me rends compte que je suis relativement sensible à ça, c'est-à-dire que, on va dire à échéance régulière, au moins une fois par mois, il y a un moment où je ressens un énorme syndrome de l'imposteur, où j'ai l'impression d'être largué à 200%, que tout avance trop vite pour moi. Et pourtant, et c'est ça qui est très frustrant pour moi, c'est que c'est l'industrie dans laquelle je passe le plus de temps, dans laquelle j'investis le plus de temps et d'argent aussi. Et si tu rajoutes en plus par-dessus ça la notion de cycle, c'est-à-dire des cycles haussiers qu'on appelle les bull runs et les cycles baissiers qu'on appelle le bear, euh, tout ça met une espèce d'énorme pression, probablement imaginée à 95% sur ma tête. Et du coup, c'est des moments où je me sens pas bien. Hier, je me suis dit, putain, je me sens pas bien. J'ai envoyé un message vocal à deux, trois amis pour leur dire, bon, voilà comment je me sens, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Donc, j'ai un peu pleurniché sur ce message vocal. Et les retours que j'ai eus, je voulais en partager deux que j'ai eus qui étaient intéressants et qui sont un peu à côté du thème FarmSpot, mais qui, je pense, plairont à certains auditeurs qu'on a pu rencontrer et qui sont en fait en appétence par rapport à ce genre de contexte et ce genre de situation, parce qu'ils les vivent aussi et parce qu'ils ont besoin en fait, d'avoir d'autres informations que juste des tweets ou que juste lire un bouquin à gauche, à droite ou regarder une vidéo YouTube. Et donc, le premier retour que j'ai eu, c'est un pote qui m'a dit, écoute, mon gars, moi, je suis pas dans la crypto. J'y étais avant, j'y suis plus. Mais donc, je sais pas quoi te dire. Par contre, je te conseille de lire ça. Et il m'a envoyé un Notion
où il classe les mythes de la mythologie grecque. Et il m'a dit, lis-les tous, mais surtout lis le mythe d'Orphée. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais en parler parce que je me suis retrouvé un peu dans ce mythe. Et quelque part, c'était un espèce de chemin de traverse pour un petit peu me calmer. Et finalement, en fait, c'est ça, c'est comment dire, une des conclusions que j'ai par rapport à ce genre de sentiment quand je les vis. C'est, OK, dans ce cas-là, tu sécurises ton investissement, tu fermes ton portefeuille, tu fermes ton ordi, tu te mets à côté, tu fais autre chose pendant au moins une demi-heure, tu vas marcher un petit coup et ça, en général, ça va mieux après. Mais vu que j'étais pas dans ce stade-là de sagesse, ça m'a fait du bien d'avoir ce retour de pote. Et donc, le mythe d'Orphée, je ne sais pas si tu le connais, le mythe d'Orphée ou pas. De nom, non, mais après, je connais quelques mythes, mais vas-y. Ok, donc le mythe d'Orphée. Orphée, c'est un héros grec qui, qui a vécu toute une série d'aventures. Et pourquoi, d'abord, j'aimerais bien d'abord dire pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier les mythes ou de les lire. C'est que, en fait, les mythes sont des histoires qui te permettent d'échapper à ton destin ou à ta propre destinée. On peut apprendre à vivre mieux grâce aux enseignements de ces mythes-là. Et ça, j'y crois vraiment de façon profonde. Et du coup, Orphée, c'est un héros grec. Il ne se sent pas le fils de ses parents. Il se sent un peu comme flottant dans l'air. Il n'a pas de lien très dur avec ce monde. C'est d'ailleurs un héros qu'on définit comme un voyageur éternel. Et d'ailleurs, la, disons, l'autre versant de ce voyageur éternel, c'est ce qu'on appelle l'errance orphique. C'est d'être tout le temps en errance. Donc, c'est un truc que je retrouve pas mal chez moi. C'est un séducteur total. Bon, c'est pas quelque chose que je retrouve chez moi, ça, mais c'est un séducteur total. Il séduit tout et tout le monde. Il séduit les pierres, il séduit les animaux, il séduit les hommes, il séduit les femmes. C'est un chanteur hors pair. Et, euh, et le début de son aventure, elle commence quand il embarque avec les Argonautes pour aller chercher la toison d'or. Et le problème d'Orphée, en fait, c'est il est persuadé qu'il est aimé par les dieux. C'est-à-dire qu'il pense qu'il a une bonne étoile quelque part, qu'il le suit un peu partout. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand tu creuses un peu? Ça veut dire qu'il y a une forme d'autosatisfaction qui entoure ce personnage. Et cette autosatisfaction, c'est en fait ce qui lui empêche de donner un peu de profondeur, donner de la profondeur à son œuvre, à son art, à sa vie. Et pour donner de la profondeur, justement, il est soumis à une épreuve. C'est l'épreuve qu'on appelle Eurydice. Eurydice, en fait, c'est sa jeune épouse qui meurt mordue par un serpent alors qu'elle est chassée par des nymphes au cours des noces de Orphée et d'Eurydice. Du coup, il veut sauver sa jeune femme, et pour ça, il descend aux enfers, dans le monde d'Hadès, dans le monde du dieu Hadès, et, euh, et il veut réussir à convaincre Hadès de faire remonter sa femme parmi les vivants. Pour s'y faire, en fait, enfin, pour réussir à convaincre Hadès, il séduit Perséphone, qui est la femme d'Hadès, et Perséphone, par amitié, par sympathie pour Orphée, convainc Hadès en retour de laisser partir sa femme. Et Hadès dit OK, mais à une seule condition, pardon. Cette condition, c'est que Orphée doit avancer, suivi de sa femme, et ne jamais se retourner dans le silence. Donc ils ne peuvent pas parler, et Orphée ne peut pas se retourner pour vérifier que sa femme le suit. Bien sûr, au moment où il s'apprête à sortir de la grotte, Orphée, qui se sent aimé des dieux, se retourne pour voir si Eurydice le suit. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie tout ça? C'est que l'enfer, c'est le monde souterrain. Et Orphée, qui a du mal avec son propre souterrain à lui, c'est-à-dire sa profondeur, euh, ne peut pas s'empêcher de se retourner pour voir si sa femme le suit. Et c'est ce qui, en fait, condamne sa femme. Et la signification profonde, c'est qu'il a du mal à écouter son fort intérieur, à faire confiance aux éléments et avancer. Et le double peine pour lui, c'est qu'en plus, il se retourne. Et se retourner, d'un point de vue symbolique, ça veut dire regarder ce qui s'est passé avant. Et en fait, c'est ça la grande leçon du mythe d'Orphée, c'est que, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète moi, c'est que, il ne faut pas se retourner sur son passé. Et ça, c'est un truc que j'ai tendance à faire très régulièrement, c'est-à-dire que très régulièrement, je me dis, OK, je fais une analyse a posteriori des éléments qui sont arrivés quand j'étais le nez dans le guidon. Donc je me dis, OK, d'accord, peut-être que j'aurais dû faire ci, peut-être que j'aurais dû faire ça. Et en plus, la grande deuxième conclusion de ce mythe, c'est qu'il faut cultiver son fort intérieur, qu'il faut faire confiance en fait aux éléments. Et ça, c'est un truc que j'ai aussi beaucoup de mal à faire. J'essaie toujours d'être dans l'analyse rationnelle, et finalement, c'est pas quelque chose
l'analyse rationnelle, c'est pas toujours quelque chose qui me réussit le mieux. Mhm. C'est-à-dire que quand je suis en parfaite adéquation avec mon environnement, c'est en général que je suis sans trop de rationalité. C'est quelque chose qui peut paraître contradictoire. Et pourtant, j'ai remarqué, et même dans la crypto, même dans les investissements, même dans mes relations sociales, même dans mes choix de vie, en fait, la plupart du temps, les meilleurs choix de vie que j'ai pu faire, c'est pas les choix de vie à base d'éléments rationnels, c'est des choix de vie faits à base d'irrationalité, de coup de cœur, vraiment de sentiment d'être dans le flow, tu vois. Mhm. Donc ça, Mhm. c'était le premier retour que j'ai eu de ce pote qui fait de la philo et qui écrit des livres et que je trouvais intéressant. Deuxième retour, c'est François, c'est un mec que je suis sur Twitter qui investit dans la crypto depuis longtemps, qui m'a dit, mec, oublie jamais les gens qui chillent leur profit, etc. sur Twitter, c'est pas n'importe, enfin, c'est comme les meufs ou les mecs, les Instagrammeurs, les influenceurs sur Instagram qui montrent que quand ils sont en vacances, qui montrent que quand quand ils ont acheté leur nouvelle Porsche, etc. Et tu sais Mhm. jamais ce qui se passe dans les coulisses. Et c'est logique, en fait, quand tu y penses, c'est normal. C'est juste du statut social, t'envoies et ça te permet d'avancer, de grimper dans l'échelle sociale et quelque part d'avoir un credit score social qui est plus intéressant. Mais finalement, c'est hyper obvious pour moi quand je suis sur Instagram que ces gens-là s'affichent et que bah, ils ont probablement une vie de merde sur le côté. La plupart, c'est le cas en tout cas. C'est rare, à mon avis, les influenceurs qui ont vraiment une vraie vie cool. Euh, et pourtant, dans la crypto et de Twitter, le CT, comme crypto Twitter, comme on dit, c'est une réflexion que je m'étais jamais faite avant. Et pourtant, c'est obvious en fait. Et donc voilà, c'était le parallèle parfait que je voulais faire, qui m'a permis en fait de me remettre dans le flow et de me remettre à bosser tout simplement. Et du coup, la question, et c'est là-dessus, je pense que tu vas pouvoir intervenir, c'est quels sont les vrais sujets qui sont intéressants, en tout cas à mes yeux, je pense qu'à tes yeux aussi, sur le long terme dans la crypto. Alors, on a déjà parlé du play to earn avec des jeux comme Axie Infinity. Et en fait, tout ce dont je vais parler là, ça traduit un changement de dynamique, un renversement de la vapeur que je trouve très intéressant d'un point de vue intellectuel et business aussi. Du coup, play to earn, c'est tu joues et tu gagnes de l'argent, contrairement à avant où tu payais un abonnement pour pouvoir jouer la plupart du temps. Donc ça, c'est hyper intéressant. On en a déjà parlé dans plusieurs podcasts. On a tous les deux investi sur Axie. Toi, tu es toujours dans le truc. On en a parlé. Il y a moyen de faire des guildes, il y a moyen de faire breed des Axie. Enfin bon, il y a toute une série de mécanismes qui sont ultra intéressants qui permettent de gagner de l'argent en jouant à ce jeu-là, même s'il n'est pas très intéressant à jouer. Mais c'est le premier des jeux Play to Earn qui est sorti, ou en tout cas un des premiers, et les suivants vont forcément être encore meilleurs d'un point de vue qualité. Mhm. Et puis, un autre projet sur cette même tendance que j'ai vu, que j'ai craqué récemment, c'est un mec que j'ai rencontré à l'ETHCC à Paris. J'étais sur le Slack Nomad List, j'ai demandé qui est à l'ETHCC, il y a un seul mec qui m'a répondu, c'était lui, c'était un Australien avec qui je suis allé manger, je le connaissais ni Dev ni Adam, donc en anglais et on ne se connaissait pas. Donc c'était un potentiel blanc de A à Z pendant le dîner, pendant le repas, mais ça s'est bien passé. Et en fait, il est fan d'éducation. Et c'est un type qui a fait le move de Dev à Solidity Dev récemment. Et du coup, il avait envie de créer un projet, déjà il y a 2-3 semaines. Ça faisait longtemps qu'il y pensait, qu'il réfléchissait, qu'il commençait à créer, à construire. Il m'en a parlé, il m'a dit, bon voilà, moi ce que j'aimerais bien faire, c'est le bootcamp pour le web 3.0. Et du coup, il a créé Pragma, il l'a lancé récemment. Pragma, c'est super intéressant, puisque, attends, j'ouvre le truc devant moi. Bien sûr, je ne vais pas le C'est trouver. Pragma comment? C'est pragma.io, je pense, un truc comme ça. Euh, En fait, il a remarqué qu'il y avait enfin, tout le monde le sait, il y a un problème de supply de dev dans le web 3.0, c'est-à-dire qu'il y a très peu de devs qui savent coder en Solidity. Et du coup, le salaire des devs est exorbitant, 2 fois supérieur pour un salaire, pour un dev average que les devs dans la startup nation classique, enfin dans la tech classique. On parle de 150 000 dollars par an, ça à mon avis, la moyenne. Ouais. Et lui, il a envie d'onboard plus de gens dans le Web 3.0 parce que la crypto, pour évoluer, a besoin de plus de devs. Bref. Et du coup, il a mis au point un système qu'on pourrait appeler le Learn to Earn. Et je trouve que c'est intéressant, puisque en théorie, quand tu vas à l'école, tu payes pour accéder à ton cursus, et à la fin, tu as peut-être un emploi. Il y a des boîtes comme, j'ai oublié le nom de la boîte, là, fait par un mec aux États-Unis, là, Lambda School? Lambda School, exactement, où
tu n'es pas payé pour bosser et tu as une dette après qui t'est prélevée de ton salaire mensuellement. Et si jamais tu ne trouves pas de salaire, enfin, si jamais tu n'as pas de salaire parce que tu n'as pas trouvé de job, à ce moment-là, la boîte ne te prend rien. Bref, lui, il a dit, OK, on va faire un autre système. On va demander aux étudiants on fonctionne par batch comme au wagon. On met les gens dans un batch. Les élèves stake de l'USDC dans un contrat. Et puis ensuite, les élèves qui finissent le cursus concrètement reçoivent des rewards qui viennent de ce contrat-là. C'est-à-dire qu'il sait que la plupart des gens vont abandonner, ou une grosse partie des gens, il y a toujours un drop, on peut dire un drop de 20%. Et du coup, il dit, on va rétribuer les élèves qui finissent leur cursus comme ça. Et en plus, lui, la façon dont il va se rémunérer, c'est qu'il va prendre je ne sais pas comment on appelle ça en français, des placement fees. Donc, en gros, il va placer ses élèves à lui dans des boîtes crypto. Et un referral fee, ça va autour de 10 000 dollars en moyenne, un truc comme ça. Donc, c'est super intéressant de voir que ce type-là est en train de construire une plateforme Learn to Earn, en commençant d'abord par le Web 3.0, et qu'en plus, il demande à ses élèves, pour qu'il y ait une forme d'accountability, de staker de l'USDC sur cette plateforme-là. Et ensuite, tu vois, tu peux imaginer plein de choses. Tu peux te dire, OK, d'accord, on peut imaginer qu'à chaque fois qu'il y a une tâche qui est finie dans le cursus, les élèves reçoivent une partie de leur stake. Ou bien alors, on peut imaginer que les 10 premiers élèves qui finissent le cursus reçoivent 50% du stake, tu vois. Et donc, ça obligerait les gens, en fait, à être super bons, super rapides et à délivrer concrètement sur ce sur quoi ils se sont engagés d'étudier et de travailler. Donc voilà, je trouve ça super intéressant, ce learn to earn, cette mouvance-là. Tu peux imaginer plein de choses. Tu peux imaginer un Duolingo, tu peux imaginer plein d'autres trucs, plein d'autres boîtes tech qui aujourd'hui sont traditionnelles. Où tu peux venir les concurrencer en disant, OK, les gars, les utilisateurs qui vont venir sur la plateforme, eh ben, ils vont être payés concrètement pour apprendre. Et je pense que c'est le futur de l'éducation. Je pense que tu es d'accord avec moi. Et pour finir, j'imaginais du coup une autre mouvance qui serait le exercise to earn. Donc, imagine, chaque fois que tu vas à la salle, à chaque fois que tu fais 10 km, à chaque fois que tu fais 100 km en vélo sur Strava, tu gagnes des points ou des crédits sur Strava ou sur le Strava 3.0. Et ces crédits-là, tu peux les échanger contre autre chose derrière, tu vois. C'est peut-être des tokens ERC20, ERC20 que tu peux trader contre d'autres tokens, contre de l'USDC, etc. Donc, tu peux même faire aussi des tournaments où les mecs disent, OK, on va staker chacun 100 balles. Et le premier qui fait les 100 km, qui a le meilleur timing, il gagne 50% des rewards qui ont été stakés. Donc, je trouve ça super intéressant de voir que ça inverse complètement. Alors que tu vois, tu vas à la salle, tu payes. Le sport, finalement, c'est pas quelque chose sur lequel, à moins que tu sois un professionnel, sur lequel tu peux imaginer gagner de l'argent. Donc, je trouve ça pas mal. Alors, il y a des dérives qui vont probablement arriver. Peut-être que c'est pas nécessaire, peut-être que c'est pas quelque chose qu'on doit appeler de nos voeux, cette financiarisation de tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais je pense que c'est quand même intéressant et que ça va permettre à des gens de gagner de l'argent sur des vocations qu'ils ont, sur lesquelles ils n'ont pas pu passer 100% pro. Et puis le dernier, c'est le Create to Earn. Et j'avais envie de parler un peu de loot, mais c'est peut-être un peu trop tôt. Peut-être que toi, tu peux nous expliquer si tu te sens capable. Juste par rapport aux deux premiers. Ouais, vas-y. Alors, sur le sujet pour le sport, tu te souviens, on avait rencontré un Belge qui aujourd'hui fait une boîte chez Founders, qui avait créé un projet comme ça où en gros il avait staké de l'Ethereum. Et je pense. Et en gros, il avait fait un jogging, un marathon. Et s'il terminait pas le marathon, il perdait son argent. Tu te souviens de ce truc-là? Je me rappelle du type, ouais, mais je me rappelle pas de cette anecdote. Ouais, ben en gros, c'était un projet. Il avait fait un médium. C'était genre il y a 4 ans, quoi. Enfin, je crois, il y a quoi? Ouais, 4... ouais, il y a 4 ans. C'était quand on était au wagon. Donc, c'est vraiment il y a 4 ans. Est-ce que c'est pas le type qui aussi a mis des. 5 ans même. Comment... Ouais, 5 ans. Vas-y, c'est le dis-moi. type qui a croisé des coordonnées GPS sur la blockchain Ethereum et qui a déposé des cadenas. Et tu pouvais, à certains endroits, par exemple, tu te balades à Paris, tu vas sur le pont des Amoureux ou je sais pas quoi, ouais, tu peux mettre un cadenas sur la blockchain qui indique un message et tous les gens peuvent voir son message, etc. Il y avait un truc comme ça. Je me souviens, il avait fait plein de petits projets. Ouais. Maintenant, il est plus du tout là-dedans. Maintenant, il est dans le legal. Il monte une boîte dans le legal. D'ailleurs, je vais lui reparler. C'est Canyon, c'est ça, la boîte? Ouais, mais je crois je sais pas si elle a changé de nom ou pas. Enfin, mais oui, c'est ça. Donc il y a ça. Pour l'histoire du learn to earn. C'est exactement la même mécanique que Eat Global. Donc, Eat Global, c'est un bootcamp
pas un bootcamp, pardon, c'est un hackathon autour d'Ethereum Mhm. qui est fait tous les 2 mois. Et en gros, quand tu rentres dans le bootcamp, c'est gratuit, mais tu dois staker de l'Ethereum. Et si tu termines pas le bootcamp, ou en tout cas si tu ne présentes pas un projet, tu perds ton argent. Et si tu le présentes, on te rembourse. Donc là, ce que ton pote fait, c'est un peu la même mécanique et que je trouve assez intéressante. La question que je me pose, c'est ça repose sur un principe de completion, c'est-à-dire qu'il faut avoir complété le cursus pour être remboursé. Quid de toutes les formations techniques où en fait tu finis jamais la formation, mais par contre tu as récolté assez d'informations au bout de 30-40% de ta formation pour pouvoir en fait exécuter sur un projet ou rejoindre une boîte, tu vois. Du coup, comment tu pallies sur le principe qu'en fait, il y a des gens qui terminent jamais les formations, qui terminent Mhm. jamais les MOOC, etc., mais quand même qui en tirent plein de plus-values et qui arrivent à faire, qui arrivent à atteindre l'objectif qu'ils avaient en arrivant dans ta formation, tu vois. Du coup, tu pourrais dire, par exemple, si tu te fais engager et que tu as une preuve comme Mhm. quoi tu t'es fait engager, on te débloque. Enfin, il y a moyen de trouver plein de choses. En tout cas, c'est super intéressant de commencer là-dessus. Euh, des bootcamps Web3, il y en a plein. Des bootcamps, en fait, tu payes pas vraiment et si tu atteins pas certains objectifs, tu payes. Super. J'ai pas entendu parler, c'est bizarre. Je pense qu'il devrait tweeter beaucoup plus et il devrait rameuter beaucoup plus de bruit sur Twitter. C'est bizarre qu'il Je le fasse mettrai pas. le. Si, Ouais, bah, il ouais, a grave. commencé, hein, il a launch, enfin, il a publié le premier article Medium il y a une semaine et demie, je pense. Donc c'est tout récent. Enfin, voilà, t'as compris, c'est le tout Ok. début. Mais ce que je trouvais Parce intéressant, c'est la que mécanique. Ouais, clairement. Et parce que aussi, je voulais vous parler d'un truc. Premier épisode, je crois que vous avez parlé de Zip School. Ah, qui a fermé, c'est ça. Il faut savoir que Zip School a fermé et il fait totalement autre chose. Maintenant, il forme des devs, des gens qui vont devenir devs. Et il a une formation Web3. Donc, c'est la première formation, c'était comment. Et en fait, c'est des formations par projet qui durent un week-end. Le premier projet, c'était comment recréer Twitch. Et là, le deuxième projet, c'est comment faire une application Web3. Donc oui, Zip School a fermé. Je ne sais pas pourquoi ça a fermé. J'ai pas lu s'il a écrit des choses ou quoi. Mais du coup, là, il est dans une phase où il va former des devs. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Zip School a fermé, alors que je trouvais ça génial et je trouvais que c'était trop bien, quoi. Aucune idée. Opérationnel, je sais Je sais pas. pas. Aucune idée. Aucune idée. Euh, pour l'histoire de... C'est quoi encore le mythe, le nom du mythe? Orphée. Orphée. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, petite analogie, mais je sais pas si ça. Tu vois, quand tu as dit marcher sans se retourner, moi, ça m'a fait beaucoup penser à un moment quand j'étais ado, j'ai eu des problèmes et personne trop le savait, sauf dans l'école dans laquelle j'étais. Et un jour, il y a une prof qui est venue me trouver, elle m'a dit, elle voyait que j'étais pas trop bien. C'est en secondaire, je crois que je t'en ai déjà parlé de cette histoire. Et elle m'a dit, tu sais, euh, le seul conseil que je peux te donner, c'est de fermer les yeux, de mettre un pied devant l'autre pendant assez longtemps, et tu verras que par magie, les choses se réaligneront. Et ça m'a beaucoup marqué à ce moment-là, ça m'a beaucoup servi, et ça m'a permis d'avancer sur des problématiques que j'avais. Euh, et ça m'a fait exactement penser à ce que tu as dit en mode te retourne pas, avance Hmm. jusqu'à la sortie et juste fais confiance à toi-même et fais confiance au chemin aussi. Au final, ça se passera bien. Cette phrase qu'elle m'a dit me revient très, 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 très souvent et ça m'aide au quotidien, pour être très honnête. Euh, cool. Et du coup, ouais, le troisième, c'était Build to Earn. C'est ça que tu m'as dit? Non, exercise to earn. Ouais, non, Ah bah on en ouais, a ben parlé ça, on du en a coup. parlé. Et le tout dernier, c'était? Create to earn. Ok, 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 ouais. Et Avec là, je Loot. pense qu'on peut parler un peu de loot. Explique le Ouais, alors, projet. je suis pas un expert de Loot. La petite jeunesse du truc, c'est quoi? C'est qu'il y a 3 jours, pile poil 3 jours, je traque des wallets, donc des portefeuilles de grosses whales, donc de gros investisseurs. Et je vois qu'il y a un mec qui achète une image noire avec de l'écriture dessus. Et l'écriture dessus, c'était quoi? C'était une liste de 6-7 équipements de combattants. Donc, tu avais Katana, Dragon Crown, donc la couronne du dragon, Silver Ring. C'est pour tous ceux qui ont joué à des MMORPG fantasy médiévaux.
Vous connaissez Ça parle. tous, voilà, ça parle. Et je vois qu'il achète ça. Je me dis, putain, c'est bizarre. En plus, c'est un wallet que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que le mec, je sais qu'il il fait des bons investissements, des très bons investissements. C'est pas juste. Après, on pourra en parler de ça, mais il y a des gens qui savent qu'on traque leur wallet. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent parce qu'ils savent que d'autres gens vont acheter aveuglement juste après. Et en fait, ils auto-pumpent leur propre achats sans les annoncer, juste en les achetant parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont acheter juste après. Donc, il y a toute cette logique aussi. Et donc, il faut faire attention à qui tu suis, à quel whale tu suis. Donc, la réflexion peut aller loin. Et les embrouilles peuvent aller loin. Les techniques de pump vont très loin dans ce milieu-là. Et donc, je regarde ce wallet-là et je vois que ce mec-là, il achète ça. Je me dis, c'est quand même bizarre ton truc. Je regarde un peu la collection. Ça s'appelle Loot, L-O-O-T. Je regarde les volumes d'achat. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui achète. Quelques centaines de personnes, mais ça va très très vite, quoi. Je vois les trucs défiler. Je vais voir qui achète, donc je vais traquer les wallets dans les transactions, je vais voir qui achète, je vois qu'il y a des très beaux wallets qui achètent, des wallets de fondateurs de boîtes crypto, de mecs très influents sur Twitter. Je fais putain, c'est bizarre ce truc. J'essaie de les retrouver sur Twitter. Je trouve un compte Twitter qui venait d'être créé, qui avait quelques centaines de followers, mais avec ces quelques centaines, c'était, vous savez, vous pouvez voir sur Twitter qui suit ce compte, que vous-même Les vous abonnés en suivez. commun. Ouais. Et ça, en fait, les abonnés en commun, c'est crème. C'est-à-dire que si vous vous abonnez aux bonnes personnes, les abonnés en commun, c'est un très, très, très bon indicateur dans ce milieu-là. Et je vois des top noms, vraiment des top noms. Je me dis, mais putain, c'est bizarre ce truc. Puis je vois que le créateur de ce projet-là, c'est un mec c'est le créateur de Vine, la fameuse application qui a buzzé, que vous avez certainement entendu parler il y a quelques TikTok, années. le TikTok 1.0. Exactement. C'était le tout premier TikTok. Et je me dis, putain, weird, mais je comprends pas. Je comprends pas le délire. C'est-à-dire, je creuse pas. Je me dis, c'est quoi? Achète aveuglement. Achète, tu verras. C'est quand même 1,9. Donc, ça fait plus ou moins $300. 3 000 $, pardon. 0,9, pardon, 3 000 $ plus ou moins, un peu plus de 3 000 $. Bon, je me dis, j'ai un peu d'argent de côté, là, j'ai fait quelques ventes, c'était cool, allez, j'achète. 2 jours après, mon truc vaut 15 Ethereum, et là, ça ne fait que monter. Et alors, quand je vois que ça s'enflamme sur Twitter juste 2 jours après, en gros, quand mon truc a explosé, quand la valeur de mon truc a explosé, je me suis dit, merde, il y a un truc qu'il faut que je creuse. Et donc, je demande à un pote qui lui aussi a acheté plusieurs loots. Il m'explique brièvement, il m'envoie des tweets de mecs très très smart qui expliquent ce que c'est. Je rejoins le Discord, je creuse, je lis, je comprends ce que c'est. En gros, c'est quoi? C'est ce fameux DOM. Enfin, je comprends ce que c'est. Je vais vous en parler et j'ai certainement pas compris 3 quarts du truc, mais j'ai en tout cas cerné la base. En gros, ce DOM a sorti une collection de NFT qui ont chacun de ces NFT a de la metadata, donc de la donnée qui est enregistrée sur la blockchain pour chacun de ces NFT. Et en fait, il dit chacun de ces NFT donc, a de la donnée et cette donnée représente des caractéristiques d'un jeu médiéval, peu importe, mais en gros, il a pris vraiment les bases, c'est-à-dire un katana, une couronne, une robe, un livre, typiquement tout ce que vous pouvez voir dans un MMORPG classique, Guild Wars, World of Warcraft, tous ceux qui connaissent. Et je vais juste faire ça. Et ce que je vais demander, c'est à la communauté de développeurs de prendre cette metadata et de créer des interfaces, d'autres NFT, des collections d'autres NFT, des interfaces où on peut justement dire qu'on est propriétaire de ces datas-là. Et en fait, en fonction des datas qu'on a, ben, ça va nous générer des choses dans un jeu vidéo en ligne. Peu importe. Vraiment, en fait, ce que je vais demander, c'est aux développeurs de créer un univers, un métaverse, un jeu, peu importe. Il n'a pas dit je veux que vous créez un jeu avec ça. Mais juste créer quelque chose en aspirant la donnée que j'ai intégrée dans ces NFT. Et du coup, dans ce Discord-là, vous avez des développeurs qui sont plutôt connus. Vous avez des mecs qui ont développé Dark Forest, qui est un jeu ultra geek sur la blockchain. Ce n'est pas un play to earn, c'est vraiment un jeu, mais qui est ultra méga geek. Il y a très peu de monde qui joue à ça, mais c'est que des développeurs, des top boîtes dans la crypto, etc., qui jouent. Et elle dit, et du coup, tu as plein de gens qui ont commencé à créer des projets annexes. Donc, par exemple, tu en as un qui a créé un NFT génératif qui génère une image
qui est basé sur les données que tu as sur ton NFT. Les Et métadatas. donc, tes métadatas. Et donc, tu peux minter, donc c'est-à-dire que tu peux aller récupérer cette image en montrant le pass, comme quoi tu as ton NFT avec dedans katana, je sais pas quoi. Et du coup, avec toutes ces métadatas, ça va te générer une œuvre d'art. Il y a d'autres mecs qui ont créé du coup, vu que ça, le premier NFT qui est le loot bag, c'est de l'équipement, bah, peut-être qu'il faudra avoir des caractéristiques. Comme dans tout jeu MMORPG, une des bases du truc, c'est vu que votre personnage doit évoluer, votre personnage démarre avec des caractéristiques, très souvent. Et en fonction de son évolution, il faut que vous lui donnez, il faut que vous amélioriez ces caractéristiques. Mais par exemple, je peux aller minter, donc je peux aller récupérer une autre carte qui va me donner des caractéristiques en fonction du premier NFT que j'ai. Et en fait, c'est littéralement la communauté qui est en train de créer un univers, un jeu, plein de choses. En fait, pour le moment, ça fait même pas une semaine que le projet est sorti. Il y a plein de choses qui sont en train de se créer. De plus en plus de trucs un peu nazes, tu vois. D'ailleurs, la communauté est en train de s'auto-structurer et dire non, non, mais en fait, les trucs nazes, on va directement les flag, on va vous déconseiller d'aller les récupérer. Et typiquement, il y a quelqu'un qui a fait des montures. Et donc, il a dit, avec ton NFT de base, avec ton loot bag de base, tu peux aller minter une monture. En fait, la monture, c'est juste quoi? C'est un cadre noir avec écrit dessus cheval blanc, dragon noir, etc. Bon, ben, c'est pas très. Euh, Tu vois, là, il y a une espèce de mème qui est dans le Discord, enfin une espèce de tendance qui est, bon les gars, on en a marre des pages noires avec une écriture dessus. Soyez, soyez créatifs, faites des trucs, tu vois, faites des trucs plus cool. Par exemple, Ouais. il y a quelqu'un qui a utilisé un algorithme de deep learning qui utilise du texte pour créer des images, créer des œuvres d'art. Et en fait, par exemple, il pull la metadata et il peut, bah non, moi j'ai un katana, bah, il peut te sortir une espèce de katana qui est généré par une IA. Et en fait, c'est très beau, quoi. Genre, c'est un katana de plein de couleurs différentes avec un background un peu médiéval. Et ça, c'est une IA qui l'a fait, tu vois. Et donc, ça, c'est trop bien. C'est-à-dire que tu pourrais voir la représentation de l'écriture, mais en image qu'une IA a créée. Bon, bah, ok, là, on creuse un peu plus. C'est cool, tu vois. Il y a des choses visuelles qui se concrétisent. Euh, je ne sais pas à quoi ça va aboutir. En tout cas, c'est très intéressant. C'est innovant, c'est nouveau. Vitalik a fait un tweet hier soir, ce matin, je ne sais plus. Donc Vitalik, le créateur d'Ethereum, où il a dit C'était une envoyez-moi. bonne philosophie. Ouais. Ouais, il a dit j'aime beaucoup ce qui est derrière en fait ça. Et allez, créer, faites des trucs, faites-nous rêver. Et ce qui est cool, c'est que la communauté s'agrandit, elle est très soudée, tu as vraiment des profils très smart dedans. En fait, j'ai repéré vraiment des devs qui sont sur d'autres projets crypto, NFT slash jeux vidéo, et qui sont très, très, très impliqués dans cet univers-là. Et donc, quand je les ai vus, eux, créer des dérivés de ça, je me suis dit, putain, ok. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent ça sérieusement, qui passent du temps, c'est que ça peut créer quelque chose. Je ne sais pas où ça va mener. En tout cas, l'idée est trop cool. C'est nouveau, c'est innovant. C'est nouveau, innovant. J'ai pas d'autres insights, j'ai pas d'autres choses super intéressantes à dire là-dessus. Si, Mais en tout si, cas, si je, dis-moi. si je peux ajouter un truc, comme tu l'as dit, c'est une expérience. Et cette expérience C'est ça, ouais. de quelque part de crowdsourcing, crowd creating d'une métaverse, elle est tout à fait innovante puisque si on repart un peu en arrière et qu'on dézoome un peu, comment est-ce que la plupart des jeux qui existent aujourd'hui ou ce qu'on peut appeler des métaverses, des univers euh, qui existent aujourd'hui, comment est-ce qu'ils ont été créés? Ben, en fait, tu as une team relativement très étroite, un petit groupe de gens qui se rassemblent dans une salle, qui sont tous avec des compétences techniques et qui écrivent ce qu'on appelle un lore. Le lore, ça vient de folklore, comme tu me l'avais expliqué. Je suis allé voir Wikipédia, j'avais bien aimé. Qui écrivent une histoire, l'histoire de cet univers. Et puis ensuite, c'est une approche qui est top-down, c'est-à-dire que on crée l'histoire, on crée les personnages, on Mhm. crée le design des personnages, on crée les mécaniques du jeu, etc., etc. Les mécaniques du jeu, d'ailleurs, avant les personnages, probablement, etc., etc. Et puis à la fin tu as ce qu'on appelle, d'ailleurs, ce qu'on appelle d'ailleurs des loots ou des items.
dans le jeu qui sont une petite botte, une armure, un spell, enfin un pouvoir particulier, etc., etc. Donc ça, c'est une approche top-down. Et ben lui, ce que Dom a fait, donc le fondateur de Vine avec Loot, c'est qu'il est parti en sens inverse. C'est-à-dire qu'il a dit, OK, je vais d'abord textuellement expliquer quels seront les derniers éléments, les derniers items de base en fait, de la pyramide. Et on va faire une approche bottom-up, c'est-à-dire que, on va dire, à partir de ces petits éléments que vous avez trouvés à Go, que vous pouvez minter sous forme de NFT, vous allez pouvoir créer les couches nécessaires pour à la fin, peut-être un jour, arriver à un lore et donc à une histoire, à une métaverse, un univers parallèle dans lequel les gens vont peut-être pouvoir d'ailleurs jouer, les gens vont peut-être pouvoir créer des histoires parallèles, les gens vont peut-être pouvoir imprimer des BD, écrire, publier des livres, etc., etc. Et je trouve ça super intéressant, surtout si tu réfléchis en termes de franchise. Et du coup, c'est là où moi je me demande, ok, est-ce que ça n'aurait pas été plus intéressant mais plus difficile et du coup plus long à exécuter de commencer par vraiment l'histoire même. Donc imaginons le mec qui a écrit World of Warcraft, donc le lore de World of Warcraft, il a écrit une histoire, un univers. Si ce mec qui avait écrit World of Warcraft existait aujourd'hui et était dans les NFT, avait 25 ans et se disait, OK, j'ai du temps à imaginer des trucs et à créer des trucs sur la blockchain, qu'est-ce que je peux faire? Il réécrit une histoire équivalente et à partir de cette histoire-là, les gens peuvent venir s'agglomérer pour créer concrètement les items, créer les mécaniques du jeu, Spoil, là, tu créer le spoil. design. Tu spoil. Non, Non, vas-y, tu rien. parles du truc dont tu as parlé, toi? Ouais, tracasse, Ah, non, tracasse. C'est une non, blague, c'est non. une blague, c'est une blague. Vas-y, Non, vas-y, vas-y. mais oui, alors Jedi nous piche une idée en privé. On en parlera peut-être un jour. Euh, mais ça Vas-y, ressemble vas-y, un peu à vas-y. ça. Mais en fait, Ouais, ouais, c'est vas-y. en fait, c'est une mécanique. Cette mécanique-là, en fait, de avoir une approche bottom-up, c'est potentiellement révolutionnaire. Et c'est ça qui est très excitant. Et pourtant, tu vois, je me dis, OK, d'accord, si je suis un investisseur, ou si je me comporte de façon rationnelle, ce qui me réussit pas toujours très bien, je me dis, bah, en fait, non, dans les startups web, tech 2.0, tu as toujours une petite troupe de gens qui décident, etc. En fait, c'est là que j'ai compris qu'il fallait distinguer la narrative de la réalité. La narrative des startups 2.0, c'est qu'il y a des génies qui ont pensé à tout et qui ont tout prévu dans leur tête. Et derrière, tu as des mecs qui viennent et qui exécutent pour eux. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les mecs ont une approche plus ou moins aléatoire et brouillonne, une forme de brouillon du projet qu'ils ont en tête. Et derrière, tu as une multitude de gens qui viennent et qui leur envoient des inputs, et output. Il y a un échange qui se crée. À la fin, il y a un produit qui naît, quand tout se passe bien et qui Mhm. ne meurt pas avant. Et du coup, mon approche rationnelle par rapport au projet de Loot et à cette approche bottom-up, c'est de me dire, mais ça ne peut pas fonctionner puisque c'est directement une multitude de gens qui viennent et qui envoient plein d'inputs, etc. Et du coup, ça ne peut pas à la fin déboucher sur un truc cohérent, un univers qui est cohérent, etc. Mais peut-être que c'est un mauvais réflexe que j'ai, c'est un biais de croire qu'il faut un espèce de méta-cerveau qui a pensé à tout et Alors, ensuite duquel tout dégouline, versus peut-être en fait que naturellement, organiquement, ça va se créer, ça va se renfermer. C'est comme un virus, le corps va rejeter, comme tu l'as dit, les petits projets de merde qui viennent ouais, juste se bah mettre c'est dessus pour faire justement, de ouais. l'argent, etc. Et ça, C'est c'est ça. intéressant de voir comment ça va se passer concrètement Comment ça d'un va se point de passer? vue Moi, j'en organisationnel. parlais justement avec l'ami en question qui en a acheté aussi. On discutait de ce jeu-là. Et je me disais, enfin, de ce jeu-là, je le nomme déjà comme un jeu, je le définis comme un jeu, j'en sais rien de ce que ça va être. Et je disais, c'est une expérience sociale, quoi, parce que tu as littéralement, bah, du coup, plein de gens qui ont envie de build dessus pour plein de raisons, et tu as plein de trucs un peu nazes là qui se font. Bah, comment les autres vont réussir, vu qu'il n'y a pas de centralisation, vu qu'il n'y a pas Dom, il n'est pas là et dit, OK, ça c'est bien, ça c'est pas bien, mais comment les gens vont interpréter ça? Et du coup, ça commence déjà un peu à se faire assez naturellement, tu vois, c'est-à-dire que tu as un channel où tu dois dire ce que tu as créé, et tu as les gens, ils mettent simplement des emojis, pas bien, bien, pas bien, tu vois. Et en fait, tu n'avais pas ça avant-hier, par exemple. Avant-hier, tu n'avais pas du tout ça. Et donc, tout le monde allait sur les nouveaux projets, mintait, et donc payait quelques dizaines d'euros. Et en fait, le truc, il était tout naze. Le résultat était tout naze du projet dérivé. Et maintenant, bah, c'est un peu plus ordonné. Tu as un channel où tu sais que tu dois lister là et la communauté, elle donne vote au vote, tu vois. Et donc Oui, maintenant, tu bah, la as un plupart des terme, trucs quoi. qui listent, tu n'as que des dumb votes. Et du coup, moi, dès qu'il y a des dumb votes, plus de dumb votes, j'y vais pas, tu vois. Je creuse même pas, tu vois. Et Oui, parce que tu n'as voilà, pas comment, expliqué, comment ça va se faire? t'as pas expliqué aussi la mécanique de comment est-ce que les gens, pourquoi est-ce que les gens viennent participer et créer par-dessus ces NFT? C'est parce que eux, ensuite, ils en font des propres NFT à eux qui vendent pour des dizaines de milliers de dollars.
Je sais pas si t'as bien insisté sur ce point-là. Genre, ils viennent pas pour faire un truc beau, ils Bah viennent pas que justement, pour faire un truc beau à la base. pour le moment, Ça les leur donne trucs. directement une audience, en fait. Alors, ça leur donne une audience. Par contre, je pense pas que ça leur donne tant d'argent que ça, parce qu'en fait, la règle officieuse là, c'est que le mint, il est gratuit. Tu Ah payes ouais? juste les gaz, mais tu payes pas, tu payes rien si tu es propriétaire d'un loot. Donc, si tu as eu la chance au début de pouvoir acheter un loot bag, tu Mhm. peux minter gratuitement. Donc, très souvent, il y a 8000, je crois qu'il y a 8000 ou 9000 NFT. Donc, tu peux en minter 6000 gratuitement si tu as un loot. Et il y en a 2000 réservés pour ceux qui n'ont pas de loot. Et là, ils payent, mais ils payent peanuts. Ils payent 0,02 quoi. Donc, enfin, Ok. ils payent peanuts, quelques centaines d'euros, tu vois. Mais c'est pas genre si tu crées un projet dérivé, tu vas pas devenir riche, quoi. Hmm. Tu vas pas devenir riche. Et Sauf pour les mecs qui font du flip et qui sauf pour les achètent, mecs qui revendent font du sur flip. OpenSea. Ouais. Mais alors, il faut que le projet annexe, que le dérivé soit cool, tu vois. Hmm. Par exemple, moi, c'est ce que je fais dès qu'il y a un dérivé. Je vais voir sur OpenSea la nouvelle collection du dérivé. Très souvent, il n'y a pas de personne achète, c'est un peu naze. Sauf le tout premier dérivé, il était bien. Le tout premier dérivé, c'était un art génératif. Et là, il y a du flip, il y a des gens qui achètent, revendent et qui font de la thune avec. Euh, mais sinon, c'est pas les autres, il y a pas tant de trucs que ça parce que bah, le dérivé est pas ouf. C'est pour ça que là, c'est vraiment de l'exploration. Dès que par contre, tu vas avoir un putain de dérivé de malade qui va être super stylé, là, à mon avis, du coup, et peut-être même qu'il y aura une utilité. Peut-être que là, tu vois, je sais pas si quelqu'un, imaginons, crée un jeu sur un navigateur et que pour accéder au jeu, il faut que tu mintes un dérivé et que en fonction du dérivé que tu as un accès à un personnage différent dans le jeu. Bon, bah là, évidemment, si le jeu a du potentiel et imagine, c'est un play to earn le jeu, donc Inception, bon, bah évidemment que l'asset qui te permet de rentrer dans le jeu va prendre de la valeur et le marché va bouger, quoi. Mais c'est de l'exploration, là, encore vraiment. Mais tout démarre d'un. Et alors, il a fait quelque chose d'encore plus nouveau. C'est le synthétique Ouais. loot. Alors là. Euh, J'ai pas compris si c'était live ou pas, parce que j'ai été voir sur Etherscan tout à l'heure. J'ai pas vu qu'il y avait énormément de transactions, j'ai peut-être pas été sur la bonne page. ouais, Pour moi, alors, c'était pas encore live. C'était genre plus en mode proposition, quoi. de quoi? Tu parlais de quoi? Euh, du. euh, Putain, là, le truc que tu viens de dire. Dis-moi. C'était quoi? Ah, On est tous synthétique, les deux en train de synthétique. chercher. Ok, Synthétique synthétique, ouais. asset. Synthétique Le asset. synthétique acid est un peu particulier. C'est en gros, apparemment, maintenant, tout wallet Ethereum peut minter un loot. Et c'est C'est-à-dire un que, faux loot. mais C'est un c'est loot un full synthétique. synthétique, quoi. C'est un peu particulier. Juste, disclaimer, là, on vient de m'envoyer un message. Normalement, je regarde jamais mes messages, mais voilà. Ah, Quelqu'un a ça, c'est lancé drôle. un projet autour de loot. En gros, tu peux minter un token qui va servir à une DAO. Et aujourd'hui, quand tu as un loot bag, et ça vaut 2 Ethereum 26. Donc là, je vais aller minter juste après le call. Et 2 Ethereum gratuitement. Euh, voilà, bon, comme quoi, tu vois, Mais quelque part, c'est si ouf. on revient un peu à la base, c'est comme si les développeurs initiaux de la plupart des grands jeux MMORPG qu'on connaît aujourd'hui avaient concrètement, dès le début, détenu une forme d'accès au jeu et que par derrière, imaginons s'il y a des millions de joueurs un jour qui viennent un jour, sur ce jeu, les mecs qui étaient détenteurs, par exemple, de la création de cette petite épée ou de la table sur laquelle autour de laquelle vont s'asseoir les chevaliers, etc., ça aura une valeur particulière dans le jeu. Ouais. C'est ça qui est super intéressant. C'est vraiment un changement de dynamique et je me réjouis de voir comment ça Moi, va vraiment, s'organiser. ce dont ça me fait vraiment penser à quelque chose qui est très connu dans les MMORPG, plus particulièrement dans WoW, c'est les add-ons. C'est-à-dire que dans World of Warcraft, bon, le jeu il est créé, les mécaniques de jeu sont créées, etc. Et en fait, des développeurs indépendants peuvent, s'ils veulent, créer un add-on, donc c'est-à-dire une extension du jeu qui facilite ou aide le joueur. Et du coup, ils peuvent proposer à Blizzard d'autoriser le add-on, et Blizzard peut le valider, et alors n'importe qui peut télécharger cet add-on et l'installer. Euh, Là, c'est un peu pareil. C'est juste qu'on démarre pas avec un jeu, on démarre avec de l'information sur un papier. On démarre avec une épée, un machin, un truc. Donc de l'équipement, un loot bag. Le loot bag, c'est ta sacoche que tu viens de récupérer En tuant le monstre. Ouais. en tuant le monstre. Tu as le loot bag. Ben maintenant, crée des add-ons autour de ce loot bag.
dites qu'en fonction du loot bag que tu as, c'est quoi les caractéristiques que tu as, c'est quoi la monture idéale que tu as, c'est quoi le château dans lequel tu es propriétaire, c'est quoi, à quoi ça, il ressemble physiquement, tu vois. Ton loot bag, il ressemble à quoi physiquement? Ton bonhomme, il va ressembler à quoi? Tu as quelqu'un qui a fait ça, par exemple. Tu as un petit bonhomme pixelisé. Par exemple, moi, j'ai un katana et une couronne de dragon. Et ben, mon petit bonhomme, il a un katana et une couronne de dragon, tu vois. Donc maintenant, je peux même voir mon loot bag, il ressemble à quoi, visuellement, tu vois. Même si c'est en pixel et c'est tout dégueu, tu vois, mais je peux le voir. Mais juste créer des add-ons. Et c'est magique, comme tu le dis, c'est la communauté, c'est tout ça. Ça va aussi subir tous les désavantages qu'est une communauté open comme ça, qui est comment elle s'autorégit, comment ça fait pour ne pas partir en Ouais, couille, toutes les dérives de la etc. démocratie, quoi. Exactement, comme tu le dis. Ok, bon, bah écoute, génial, je me dois que ça va donner. Est-ce que tu veux parler d'autre chose? Est-ce que je veux parler je pense que ça fait presque déjà 1 heure. Alors, si on parle encore une fois des NFT, il y a un projet qui s'est lancé sur Producton qui s'appelle MyCryptoProfile. En gros, c'est une extension Chrome que tu plugs à ton Chrome qui te permet sur Twitter de rajouter un onglet dans ta description Twitter qui permet de voir c'est quoi tes NFT. Donc, en gros, tu lis ton wallet à ton Twitter et toute personne qui a cette extension Chrome peut voir que Jedi sur Twitter, il a tel NFT dans son wallet. C'est juste pour showcase tes wallets tes NFT sur Twitter. Bon, je ne suis pas convaincu, je suis pas fan de cette idée parce qu'il y a un problème technique assez simple, c'est que il n'y a que les gens qui ont l'extension Chrome qui peuvent voir ce que les autres ont comme NFT sur Twitter. Et c'est compliqué, quoi. Je trouve ça un peu complexe. NameTag a essayé de faire la même chose. C'est un autre projet crypto qui a essayé de faire la même chose. Et c'est pas un succès fulgurant, quoi. Donc, on verra comment ça suit. Moi, je poste plus les NFT que j'achète depuis que je me suis fait doxer. On pourra en parler aussi un jour de cette histoire, c'est trop marrant. Mais sinon, non, j'ai pas. J'ai retweeté aujourd'hui, vous irez voir, j'essaierai peut-être de récupérer le lien, de le mettre, les quelques règles à avoir. C'est pas de la science, hein, mais les quelques règles à avoir quand vous essayez de vendre et d'acheter des NFT et de vous enrichir grâce à ça. Il y a des trucs très intéressants, il y a des trucs auxquels vous vous rendez compte que quand vous le vivez aussi. Et bon, moi j'en fais les frais et c'est bien parce que du coup ça m'apprend des trucs. C'est quoi, c'est le Charlie Munger du NFT qui a écrit ce tweet ou pas? C'est pas le Charlie Munger, c'est un mec qui est assez connu dans les NFT, hein, et les règles sont basiques mais intéressantes, quoi. Et ouais, que je vous laisserai aller regarder ça. J'ai pas d'autres. J'ai pas d'autres choses à te dire spécialement. Moi, pour terminer et Vas-y. refermer la parenthèse, donc, il y a quelques épisodes passés, on avait parlé d'un petit cochon dont on avait fait un dessin animé Ouais. qui s'était revendu plusieurs millions, etc. Du coup, je suis allé, juste pour compléter, je pense que ça fait un beau lien avec cette histoire de franchise dont on parlait juste avant. Le cochon s'appelle Peppa, ou Pipa, je sais pas comment on dit, Pippa Pig. Et en fait, c'est écrit par un type qui s'appelle Ashley Davis. C'est une petite femelle cochon, pour ne pas dire une cochonne, Prochaine. anthropomorphe, donc elle se comporte comme un être humain, elle a une famille, etc. C'est des petits épisodes de 5 minutes. Et cette franchise a été rachetée 3,8 milliards de dollars en 2019 par un groupe qui possède plein de choses, notamment Power Rangers, etc. Ça s'appelle Hasbro ou Osbra, je ne sais plus comment on dit. Et en fait, c'est génial cet environnement. Et je pense que c'est peut-être la next step. Et ça fait aussi le lien avec ce dont tu avais parlé la dernière fois, dans le dernier épisode, avec Ouais. Infinite Universe, etc. Cette idée Ouais. de franchise, de petits bonhommes, de petits avatars, euh, à partir desquels tu peux créer des BD, des films au cinéma, des histoires, des livres, des jeux vidéo, etc., etc., etc. Même peut-être que le next step dans la crypto, dans le fameux point 4, Create to Earn, tu pourras créer une franchise avec un autre petit animal, par exemple, je sais pas moi, un raton laveur, ce raton laveur lui arrive plein de choses, et puis derrière, tu as toute une communauté qui vient créer par-dessus
des produits de cette franchise-là. Et ces produits-là peuvent être tradés ou peuvent être concrètement réalisés dans le vrai monde. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toi qui m'en as parlé, mais CryptoPunk, apparemment, a signé un deal à Hollywood, c'est Signé ça? Hollywood, ouais. Ouais. Donc, alors, c'est un signal qui est très faible encore aujourd'hui. Hein, on n'est vraiment pas sûr de ce que ça va donner. Mais je pense que ça vaut la peine de prêter attention et de prêter l'oreille un peu à ce marché. Il y a des trucs intéressants qui vont se passer dans les prochains mois à suivre. Clairement, On en clairement, parlera dans le clairement. podcast de toute façon. Clairement. Bon, bah Cool. du coup, n'oubliez pas d'aller liker, n'oubliez pas d'aller Comme d'hab, follow partout, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, mettre des étoiles sur Apple Podcasts, mettre des commentaires, partout où vous pouvez en mettre. Moi, j'adore les commentaires sur YouTube, personnellement. Je les ouais. regarde tous. Donc, lâchez-vous et partagez ce podcast à un ami qui aimerait bien les NFT ou qui est designer, motion designer, et que ça intéresserait de savoir que ce genre de projet existe sur lequel il peut concrètement, lui, gagner de l'argent et apporter de la valeur. Voilà, Cool. Bon, je te laisse. Bonne journée à toi toi et à aussi. la prochaine. Ciao, ciao. Ouais, ciao.